Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait sport, le talk qui est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Vous connaissez le programme de l'émission, il y aura des débats, des analyses et des duels. Il y aura 4 chroniqueurs en plateau aujourd'hui, 4 chroniqueurs qui sont prêts à en découdre. Présentation en musique. On commence à droite, c'est le spécialiste cyclisme de cette émission. Nous n'avons pas choisi n'importe qui puisqu'il est tout de même champion d'Europe de cyclisme sur piste Masters, vice-champion du monde. Également, le pistard de Viziers est revenu en vélo, même si il n'avait pas d'essence dans sa voiture. Tout à fait. Vous allez bien, C'est Yann? bon, j'ai de l'essence. Yann Dujarrier est avec nous. Vous allez bien, Yann? Très bien, très bien. C'est vrai? Vous serez venu à... Ah, je serais venu en vélo En s'il avait vélo. fallu. En plus, 50 km? il pleut pas aujourd'hui, tout va bien. Parfait. Bon, on va voir si vous êtes prêts dans cette émission. On passe à notre deuxième chroniqueur musique. Il est l'entraîneur de l'équipe senior du club de rugby de plaisir. Ses coups de gueule dans cette émission sont devenus légendaires à tel point qu'on est en train d'imaginer une statue à son effigie pour remplacer celle de Louis XIV à Versailles. Jean Miss est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean Miss. C'est une rumeur ou pas? Ben, il va falloir quand même du matériau. Hein. Il va y avoir un paquet de matériaux. Un gros bloc. On repasse à droite, musique. Il est le président de l'Étoile sportive de Trappes. C'est lui aussi un monument dans les Yvelines. Il est le MVP des présidents, le ballon d'or des dirigeants. Mustapha Larbaoui est avec nous aujourd'hui. Il nous fait l'honneur de venir sur ce plateau. Bonsoir Mustapha. C'est un honneur pour moi et bonjour à tous les téléspectateurs. Il y a du beau monde sur ce plateau. Oui, je trouve aussi. On est régulièrement bien entouré sur ce plateau. On repasse à gauche, musique. Il est l'entraîneur des Bélasquins de Versailles. Il n'a peur de rien. Il est habitué à réaliser des plaquages cathédrales dans cette émission qui aurait pu lui valoir quelques suspensions. Guillaume Nereneuf est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Mickaël. Alors vous n'avez pas vu pendant une émission? Une ou deux même. Deux émissions même. Vous nous avez manqué en tout cas. Ah, c'est gentil, merci. Nous Le aussi. plateau vous a manqué? Moustapha vous a Un petit manqué? peu, ouais. Les coups de gueule un petit peu. Ouais, On va se rattraper ce soir. On va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe de France de cyclisme sur piste qui s'est déroulée au Vélodrome, du combat de boxe de l'élan courtois à Marvin Petit. Mais tout de suite, coup de projecteur sur la montée du Chénet Versailles en basket. Le Chénet Versailles a arraché son ticket pour monter dès cette année en National 2. Ce dimanche, les filles de Vinco à Barditch ont dominé Escodin sur leur terrain 65-56 lors du dernier match des playoffs devant plus d'une centaine de supporters. Premier de la saison régulière avec une seule défaite, le Chénet Versailles termine également sur la première marche du podium des playoffs. Les Yvelinoises affichent donc un bilan de seulement 2 défaites en 26 matchs disputés cette saison. On écoute la réaction des joueuses de l'équipe. Cette année, on avait une très belle équipe. On était fort, mais c'est toujours très difficile de monter. Donc on a monté parce qu'on a travaillé très dur. Voilà, c'est ça. On avait une équipe très forte sur le papier, mais il faut montrer tout ça sur le terrain. Notre force, c'est l'équipe. C'est vraiment l'équipe parce qu'on a su se trouver, rester soudés lorsque c'est un peu difficile et c'est ce qui fait qu'on gagne ce soir. Les joueuses du Chénet Versailles remontent donc un an après être redescendues. Faire l'ascenseur est-il un avantage ou un inconvénient pour la saison prochaine? Vous votez, oui ou non? Oui, pourquoi? Oui, pour l'avantage. Oui pour l'avantage, vert pour l'avantage, rouge pour l'inconvénient. Ah Guillaume, vous sentez un peu partagé. On va faire un petit duel entre vous, Jean, et vous, Mustapha. Je veux pas me battre. Jean, vous commencez contre Mustapha. Jean commence. Allez, Jean. Allez, je commence. Allez, Jean. Non, c'est pas un avantage parce que faire l'ascenseur, ça déstabilise énormément le groupe pour moi. À part si vraiment, si c'est que la deuxième fois, effectivement, si la saison dernière, elles étaient en National 2, elles descendent et qu'elles réussissent à remonter directement en National 2 et que là, après, la mayonnaise prend, ok. Mais si c'est pour, comme des clubs que je connais moi dans le rugby qui font systématiquement l'ascenseur entre deux divisions, ça perd un petit peu de crédibilité et c'est surtout au niveau du groupe, on n'arrive pas à garder les joueurs, quoi. Et là, je ne sais pas, mais je sais pas s'ils ont vraiment un groupe très uni, comme elle dit, et je ne sais pas s'ils ne changent pas souvent de joueuses. Parce que justement, quand un club fait l'ascenseur comme ça, c'est ce qu'on constate souvent, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui partent et d'autres qui reviennent parce que justement, on n'arrive pas à stabiliser un groupe. Mustapha. Alors, en fait, moi, je réponds à la question parce que je ne l'ai pas trop bien comprise. Donc, je réponds à la question pour dire que c'est favorable. Très bien. Mais en fait, je ne l'ai pas comprise, la question. Si l'année prochaine, elle compte visiblement, à l'avantage. C'était Jean... contre moi.
Visiblement, Jean non plus. Donc, Ben si. dire Si. qu'effectivement, Est-ce que c'est un c'est avantage jamais bon de faire l'ascenseur, tout le monde pourra le comprendre. Simplement, ma réponse, elle se situe sur un point, c'est qu'après tout, elles sont remontées. Donc je ne sais pas si c'est un avantage de faire l'ascenseur, mais ce que je vois surtout, c'est qu'elles sont en capacité de monter. Après, il y a des problèmes internes qui font que voilà, la difficulté à rester maintenue, finalement, ils n'ont pas trouvé les ressources l'an dernier, mais elles ont surtout trouvé les ressources pour remonter. Et c'est ça que je retiens. Seulement, On a souvent eu Oui, ce mais débat seulement, ici. on parle de l'ascenseur. On a Effectivement, t'as souvent pas eu ce compris la débat- question. On a souvent eu ce débat ici sur le fait de savoir si c'était grave de monter alors qu'on n'était pas prêt, de monter si éventuellement l'équipe n'était pas suffisamment costaud, est-ce que la chance n'a pas souri. Moi, je considère qu'à partir du moment où on monte, il n'y a pas de secret. Quand on monte, c'est que vraiment on a trouvé les ressources. Après, le maintien, c'est autre chose. Mais faire l'ascenseur tout le temps, je répète, j'avais pas compris la question. Donc là, je rejoins notre ami. Évidemment que faire l'ascenseur en permanence, c'est une incohérence. D'ailleurs, ça n'a même pas de sens. Non, mais Cela étant, je garde quand même cette idée que quand on est en capacité de trouver les ressorts pour monter, ça reste un élément dynamique et favorable. Mais j'aimerais savoir, moi, si elle Mais je garde sais pas vraiment compris les la mêmes question. joueurs. Mais ce qui est inquiétant, c'est que. Ouais, Pas sûr. Guillaume, On va les suivre l'année prochaine. non, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de joueuses formées au club, si ce n'est aucune, je crois, dans le Quasiment groupe aucune. senior. Ouais, tu vois. Et ça, c'est quand même embêtant pour la. c'est Alors, là où c'est Jean a c'est raison. sympa quand c'est une montée, parce que quoi Ouais. qu'il arrive, la montée, ça crée un groupe, ça crée une émulation, etc. Par contre, les années où ça descend, s'il n'y a pas de filles qui sont vraiment attachées au club, c'est plus compliqué. Et ils peuvent les garder peut-être un peu avec, je ne sais pas si elles sont payées ou pas, mais peut-être avec un peu d'argent, je ne sais pas. C'est un club Mais, de mercenaires, c'est un groupe de Je mercenaires. ne sais pas, non, mais après. Peut-être. Mais ouais, c'est compliqué quand même de faire l'ascenseur régulièrement, surtout quand il n'y a pas de. Il y a des enfin, si étrangères, la formation là. ne suit pas, c'est compliqué, quoi. Sauf qu'il ne faut Moustapha. pas rester attaché simplement au groupe et aux joueuses. C'est-à-dire, est-ce qu'elles viennent du club, est-ce qu'elles étaient formées au club, est-ce que c'est des recrutements ou pas. Il y a aussi à regarder comment ça se passe en interne. Et là, je pense surtout aux dirigeants du club. Hein. Yann, C'est à eux que je Je m'adresse, vous donne la en fait. parole. Je voulais On juste vous a pas savoir- beaucoup entendu sur ce sujet. pour Oui, l'instant. c'est-à-dire que le basket, c'est ma grande passion. Les sports en salle, ça me connaît bien. Non, moi, voilà, ce que je voulais savoir, c'est combien de temps, ça faisait combien de temps qu'elles étaient en National 2 avant de redescendre en National 3. Voilà. Si ça fait 10 ans qu'elles y étaient et que de la descente, c'est un accident, puisque vous dites que c'est seulement accident, la c'est un deuxième accident. fois, voilà, c'est un accident. Eh bien, elles ont su rebondir après une spirale négative qui était le cas la saison dernière. Donc, maintenant, on va les suivre l'année prochaine pour voir si elles arrivent à conserver Il n'a pas plus compris la question. Hein. à conserver la Ascenseur, nationale. on Non, parle non, de je m'en l'ascenseur. fiche. Parce qu'un Après- ascenseur, Pas tous en même temps. Après, je Guillaume. pense qu'il faut. Si elles veulent se maintenir en National 2, je pense qu'il faut qu'elles recrutent de toute façon. Pas obligatoirement, Parce que- là, parce qu'elles ah, sont quand même dominées. Elles ont perdu 2 matchs. Elles ont perdu. Elles ont National 3, Elles ont elles perdu. ont une division. Guillaume, La balle Guillaume, dans le camp elles ont de- perdu 2 matchs Peut-être. en 26 matchs. En de suite. National 3. Ouais. En National 3. National 3. Voilà, En National 2, en largement National au-dessus du 2. lot. C'était largement au-dessus du lot. Bah ouais, mais c'est pas parce que t'es. Pas Là- tous en là, même temps, si, pas si, tous il a en même raison. temps. Là, elles vont être sur une spirale positive de victoire, donc du coup, ça peut sourire l'année prochaine et voilà, stabiliser cet effectif, peut-être le renforcer, mais pas non plus, voilà, d'une ou deux joueurs, Tout dépend d'une ou deux du joueuses. club. Si le club veut absolument rester en National 2, etc., ils ont vu l'année dernière, ils ne sont pas maintenus avec le même effectif, il faut le renforcer. La Il y volonté a peut-être je connais pas la marche entre la National 3 et la National 2. En rugby, elle est énorme. Je vous rappelle Mais en qu'en foot, play-off, En basket, je sais pas. mais- le Chêne et Versailles a perdu un match en play-off, devait gagner les 3 suivants pour monter justement en National 2. Elles ont gagné les 3 matchs. Du coup, peut-être que ça a créé une dynamique de groupe, je bien suppose, sûr. Guillaume. Bah, bien sûr, c'est une évidence, mais on sait tous que dans tous les sports, je pense même au niveau amateur, quand on monte d'une division, il y a quand même le niveau de jeu augmente, quoi, que ce soit physique, que ce soit technique, que ce soit la vitesse. Et peut-être que les joueuses d'aujourd'hui de National 3 aujourd'hui, elles se baladent en National 3, ça peut arriver. Mais quand en montant en National 2, bah, ce sera un peu plus compliqué. Du coup, il faut peut-être recruter des personnes. Enfin, s'ils veulent se maintenir en National 2, recruter des joueuses d'expérience de National 2 qui ont ce vécu en National 2. Moi, je dis, qui peut apporter un plus, quoi. on va les suivre de près l'année prochaine, et puis on va leur souhaiter de se maintenir en National 2, c'est ce qu'on la leur souhaite, saison bien prochaine, sûr, bien bien sûr. sûr. Et Voilà. finalement, ce que je regarde, moi, c'est qu'il n'y a que moi qui ai compris la question. Non, moi, j'aimerais qu'on parle de vélo, donc. On va parler justement de vélo. Après cette page basket, on passe au cyclisme, un thème qui va faire plaisir à notre chroniqueur Yann Dujarrier, et ça ne va pas très bien pour justement les cyclistes. C'était une grande première au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. La première manche de la Coupe de France Fenouil organisée par la Fédération française de cyclisme était programmée ce week-end dans l'enceinte yvelinoise. Au total, une centaine de pistards
élite, junior et cadet à participer à l'événement. Parmi les têtes d'affiche, on retrouvait les pistards de l'équipe de France Kevin Siro, Michael Dalmeda et François Pervis. Le Britannique Jason Kenny, triple champion olympique, a également fait le déplacement. Pour les cyclistes qui partaient au JO, c'est avant tout une préparation. On écoute les réactions. Première compétition depuis le championnat du monde à Londres au mois de mars. Donc ça permet de faire un point de passage, s'évaluer par rapport au premier cycle d'entraînement qui va se terminer. Tester également des vélos, des braquets. Donc voilà, c'est une étape vers Rio dans la construction des cycles d'entraînement. C'est de la préparation. Les rendez-vous importants, on ne peut pas se permettre d'arriver toute la saison sur des rendez-vous importants. On a 2-3 rendez-vous importants dans la saison et là c'était de la préparation tout simplement. On est venu à Paris parce que c'est une compétition européenne face à l'une des meilleures équipes du monde. C'est juste un rendez-vous à mi-chemin entre les championnats du monde et les Jeux olympiques. On essaye de voir où on va. On a vu qu'il y avait énormément de pistards qui allaient partir au JO. Cette Coupe de France est-elle une bonne préparation pour les JO? Vous votez, oui ou non? Bon, un petit duel entre Guillaume et Yann. C'est parti. Guillaume, vous commencez? Ça va être rapide. Moi, je pense que non, parce que je pense qu'aucun mec n'a coché cette étape dans son calendrier de préparation et qu'ils viennent juste là pour voilà, parce qu'il faut venir et que c'est la Coupe de France et qu'ils ne sont pas du tout au niveau, je pense, à leur maximum, quoi. Donc, je pense que ça n'a aucun intérêt. On est complètement d'accord. Maintenant, là-dessus, on est d'accord. Maintenant, vous allez faire un peu plus long, peut-être que. Ouais, que je vais faire un petit peu plus long. Maintenant, l'intérêt, il est pour le public. Pouvoir voir courir Jason Kenny, Kevin Siro, François Pervis, voilà, que des gars qui ont tous des titres de champion du monde à Tir-Larigot, quelques champions olympiques. Voilà, c'est quand même très très beau. Oui, en effet, ça va un poil moins vite que sur un championnat du monde comme ça peut être le cas en février 2015. Il y a très peu de coureurs qui sont passés en dessous des 10 secondes sur le 200 mètres chrono, alors qu'au championnat du monde, la qualification se jouait en dessous des 10. Mais il faut bien qu'on parle un petit peu de vélo. mais voilà, le spectacle était là. On a aussi pu, du coup, voir quelques jeunes s'illustrer à ce très haut niveau. Je vais parler de Sébastien Vigier et de Melvin Protégé, et Melvin Landerneau, qui est au club de Montgeron, je crois. Qui est au club de Montgeron-Vigneux. Voilà, c'est un garçon qui vient très régulièrement s'entraîner au Vélodrome. C'est quelqu'un que je connais aussi depuis très longtemps, puisque quand il a préparé ses premiers championnats de France en cadet, je lui ai filé un petit coup de main sur la préparation. Il habite à 500 mètres de chez moi. Et du coup, c'était une préparation plutôt pour les jeunes ou pour les pistards de l'équipe de France, du coup, non, au final, alors oui, par contre, non, ça reste quand même. Voilà, par contre, vous nous rappelez les performances de Sébastien Vigier. Pour tous ces coureurs, je vais en parler après, la performance de Sébastien et de Melvin, mais pour tous ces coureurs de l'équipe de France, c'est quand même aussi l'intérêt de rentrer en compétition et de répéter les efforts. Et de répéter les efforts. On a perdu Mustapha, Yann, à cause de vous. Et de répéter les efforts, parce que les efforts qui sont produits en compétition ne sont jamais les mêmes que ceux que l'on peut faire à l'entraînement. Il y a aussi l'aspect tactique que l'on travaille jamais qu'on travaille jamais à l'entraînement. Quand on est sprinter sur piste, on ne fait vraiment que du lancer. On ne travaille pas trop la tactique. Et j'ai vu des très très beaux. C'est une répétition grandeur nature. C'est une répétition grandeur nature. Et j'ai vu des beaux gestes, un beau geste technique de la part d'un Polonais et vraiment très très sympa. Il s'appelle un Polonais. Guillaume. Non, mais donc c'est du business pour les grands et c'est du business parce que ça fait venir du public, d'accord, donc c'est très bien. Puis pas assez de public. Ah bah ça, voilà, après, c'est dommage. C'est que la com est peut-être pas suffisante, peut-être, je sais pas. Je ne dirai rien. Qui a raison? Non, mais tout a été dit. Il n'y a pas de raison ou de tort, mais tout a été dit, parce que c'est vrai. Guillaume a raison, mais Yann aussi, parce que je ne vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais c'est vrai. À mon avis, sportivement, c'est pas une préparation pour les JO, mais c'est plus un rendez-vous pour faire venir un peu de monde. Ils l'ont faire présenté connaître la discipline. comme une préparation dans leur communication. Ouais, mais on ne peut pas faire autrement, parce que vis-à-vis du public, on ne peut pas dire non, on vient là, c'est juste pour se promener, pour se montrer. Non, c'est pas possible, on est bien obligé. Ils sont bien obligés de dire on vient pour une préparation pour attirer le monde. Et je pense que c'est plus une compétition de promotion que... Après, il y avait le poulain de Yann, donc
Là, c'est différent. Là. Mais Là, on c'est a une quand même vu, opération. on a quand même vu. Moi, j'ai discuté avec François Pervis. Et voilà, au niveau des sensations, on se rend bien compte qu'il n'avait pas du tout le même coup de pédale qu'à Londres et qu'il est vraiment en train de revenir et qu'il a énormément travaillé sur les 2 mois qui viennent de passer, quoi. Ça a été vraiment, c'était vraiment le jour et la nuit. Mustapha? Alors, je trouve que les images parlaient d'elles-mêmes. Sur le plan de la compétition, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient tous venus en touristes. On le sentait bien que c'était... bon, il fallait être là, on est content d'être là, on voyait bien que ce n'était pas l'élément majeur et structurant de leur saison. Et en même temps, curieusement, autour de cette table, souvent on parle du manque de visibilité de certains sports. Et quand il y a un événement comme celui-ci, on voudrait bouder son plaisir. Donc je pense qu'il faut profiter tout le temps de ce genre d'événement. Probablement qu'ils n'étaient pas à fond, parce que tout le monde connaît bien un peu son rythme et la manière de se préparer. Donc oui, sportivement, on ne peut pas dire qu'ils étaient à fond. Mais pour le reste, ça reste une visibilité, ça reste à faire montrer ce sport, ça reste à faire. Donc je suis bien content que ça ait lieu. Yann, on y va à fond sur ce type de compétition. On voit que Grégory Boger, qui a été champion du monde à multiples reprises, plusieurs fois, je peux vous assurer qu'après le repêchage... a terminé derrière votre petit protégé, justement, Sébastien Vigier. Oui. Est-ce qu'on y va à fond? Après le Logiquement, repêchage, Grégory Boger après le a repêchage pas de couture votre après protégé. le repêchage du Keirin le vendredi, Grégory a dû rester 10 minutes maximum dans le vélodrome et il avait vraiment les boules. Je pense qu'il était Il a pris la compétition au sérieux? Ah oui. Je pense qu'il était très déçu de ne pas être qualifié pour la finale. Ah mais c'est pas grave, non, ça ne change absolument rien sur le reste. Il a son programme, il sait dans quelle direction il va. C'est une étape. C'est une étape. Le reste ça change rien. Mais après, quand on monte sur le vélo, la seule chose qui compte, et quand vos joueurs rentrent sur un terrain, la seule chose qu'ils veulent, c'est gagner. À la fin d'une compétition, s'ils n'ont pas gagné, eh bien ils sont déçus. Ça, je suis d'accord. Et bien là, c'était pareil. Tout dépend de ta prépa. Ta prépa peut-être ne te permet pas de gagner à ce moment-là. Mais ça n'empêche que à la sortie du sprint, eh bien, on l'a bien vu qu'il était très déçu. Beaucoup moins déçu. Beaucoup moins déçu. Bien sûr, c'est un compétiteur. Beaucoup moins compétiteur, c'est pour ça qu'il était déçu. Les deux. Non, déçu. Vexé, je sais pas. J'ai pas discuté avec lui et je pense pas que grand monde ait pu discuter avec lui après. Déçu, si Parce qu'il est parti en 10 minutes. Parce qu'il est parti très rapidement derrière. Maintenant, il était beaucoup moins. Il a pas été brillant non plus sur le tournoi de vitesse. Mais Mustapha, revenez. C'est une nouvelle technique, ça, maintenant. Mais il a. Donc ouais, voilà, vous me coupez. Voilà, en plus, du coup, je sais plus quoi dire. Voilà. On rester concentré Bon. comme ça. On va passer au thème suivant du coup, Yann. Je vous rappelle quand même que la prochaine étape de la Coupe de France Fenouil est programmée les 8 et 9 juillet à Hyères. La dernière manche sera organisée courant septembre à Bourges. Vous y serez, Yann? Certainement, ok. Bon, oui, hier, c'est un peu plus loin. Ok, vous nous enverrez votre planning. Après cette page coup de projecteur, on passe maintenant à la chronique J'aime, j'aime pas de Basile Rigoli. Notre chroniqueur Basile Rigoli nous présente ses tops et ses flops du week-end à chaque émission. Depuis qu'il fait beau, Basile Rigoli n'est plus sur ce plateau. Il est en extérieur, il profite des rayons du soleil. On écoute son premier j'aime, il concerne le hockey sur gazon. J'aime l'affiche de la finale de championnat de France de hockey sur gazon qui se disputera dimanche après-midi dans le nord de la France. Elle opposera l'équipe saint-germanoise du Saint-Germain Hockey Club à l'équipe versaillaise du Racing Club de France. Pour la 3e année consécutive, les 2 clubs yvelinois vont se retrouver en finale pour se disputer le titre. Il y a 2 ans, Saint-Germain-en-Laye l'avait emporté. L'an dernier, ce sont les Versaillais du Racing qui avaient empoché la mise. Donc voilà, on a le droit à une belle 100% yvelinoise dimanche à Douai. Guillaume, une réaction par rapport à ce j'aime? C'est un très beau j'aime, mais on se demandait combien il y a Ils sont 5 clubs. Non, c'est ça. de clubs en France, mais c'est très bien. Il y a une 50aine de clubs en France. Bah, c'est parfait, mais je suis étonné que le Racing Club de France, l'équipe versaillaise, il n'y a pas d'équipe versaillaise pure de hockey sur gazon. Qui est à Versailles. Ils sont basés à la Boulie, Oui, certes, voilà. mais... Avec des Versaillais, avec une équipe D'accord, composée à 90% donc de ça veut dire Versailles. qu'il n'y a pas de club de hockey à Versailles. Hockey sur gazon, Versaillais pur, quoi. Enfin, hockey club de Versailles, j'en sais rien. Il y a un club à Saint-Germain aussi. Bon, non, c'est très bien. Bah, bravo à eux. Et 2 équipes yvelinoises, du coup, qui pour le sont... Racing. Voilà. 2 équipes yvelinoises qui se retrouvent en finale d'un sport Première div. comme le hockey sur gazon. Oui, C'est première positif, div, oui, Mustapha?
Oui, absolument. Oui. Enfin, moi, j'aime ce genre de sport. Deux équipes en finale. Particulier. Du hockey sur gazon. J'aime. Il y a des images, c'est quand même un sport olympique, il ne faut pas l'oublier. On a des images. On Je l'a- pense mais qu'elles on vont l'a arriver. oublié, c'est ça l'histoire. Moi j'aime bien Voilà le hockey les sur gazon images, Yann. féminin. Ah, Voilà. Très sympa féminin. Bah, c'est pareil, c'est quand même un sport où ça va très vite. Et les athlètes sont de vrais athlètes. Et je pense qu'on ne ferait pas les malins, même des footballeurs ne feraient pas les malins face à ce type de. Mais bon, c'est ce qu'on a Il y déjà a beaucoup dit. de blessures, surtout au niveau des genoux et du dos. Bah oui. qui ferait pas les malins. Elles ont une crosse. Tu prends une crosse dans la mâchoire, un coup de crosse dans la mâchoire, tu vas faire le malin. Au niveau de la performance, Guillaume. C'est magnifique. Enfin voilà, Bierstein, on voit bien que c'est un bon français. Mais Après, on voit. Parlez en face du micro. Mais hein, pardon, Guillaume. pardon. Non, c'est très bien. Bah, il faut que dans les divisions, on ait des équipes qui soient de très haut niveau. On se plaint de ne pas avoir des équipes de haut Bien sûr, niveau. mais c'est très bien. Finalement, ces Maintenant, deux le équipes problème, sont c'est que là, c'est c'est un dans les sport. sports mineurs, quoi. Donc, Voilà. en finale du championnat de France. c'est souvent dans ces sports, enfin en tout cas en sport co, c'est souvent dans les sports mineurs que nous on peut sortir, enfin nous les petites villes, enfin les villes, hein, les grandes villes comme Versailles ou les petites villes autour, on peut sortir des équipes collectives de haut niveau parce que à part sinon on n'a pas les budgets, quoi. On n'a pas les budgets. Je pense qu'on en parlera à la fin de l'émission, mais on n'a pas les subventions pour aller chercher des équipes de haut niveau dans les sports majeurs, quoi. Donc il faut qu'il y ait des sports mineurs où on soit à ce niveau-là. C'est très bien et bravo à eux. Et je souhaite Ça veut dire qu'on peut le faire. qu'on peut le faire, mais voilà. Mais on n'est pas assez C'est- aidé. Mais il faudrait quand même se poser une petite question, parce que c'est bien, je veux dire, c'est très bien la performance, mais c'est la 3e année consécutive où les deux équipes se retrouvent en finale. Il y a quand même, oui, il y a quand même, à mon avis, un problème au niveau de la compétitivité. Il n'y a peut-être pas grand-chose en face. Quoi, parce Ils ont une que, Ligue des Comme le Champions. Paris Saint-Germain qui gagne le. oui, mais là, parce que là, Après, 3 j'allais fois le d'affilée, dire, 3 ans ils ont parlé d'affilée. foot 2 minutes. Ils 3 ont ans une d'affilée. Coupe Guillaume. d'Europe après ou pas? Il y a une Comment Coupe d'Europe derrière. Il y a une Coupe d'Europe également. Ils font Et quoi alors en Coupe d'Europe? figure. Généralement, ils vont quand même assez loin en Coupe d'Europe. D'accord. Assez loin. Assez loin. D'accord. La finale se jouera le 29 mai en prochain distance. à Douai. On passe au deuxième gemme de Basile. Il concerne également Versailles, mais cette fois-ci le football. J'aime l'incroyable saison que les footballeurs du FC Versailles en division d'honneur sont en passe de réaliser. À une journée de la fin du championnat, ils sont deuxièmes avec 80 points. C'est un record dans l'histoire du club. 16 victoires au compteur, ça n'était jamais arrivé pour le club de la Cité Royale. Il y a certaines saisons avec un total de 80 unités, on monte en CFA2, malheureusement ça suffira pas. La réserve de Créteil a 3 points d'avance et a donc validé à une journée de la fin sa montée en CFA2. Néanmoins, coup de chapeau à cette belle saison des Versaillais et à leur entraîneur Youssef Chibi pour le travail réalisé. Réaliser la meilleure saison de son histoire et terminer deuxième est-il un échec? Vous votez. J'ai pas écouté. Réaliser la meilleure saison de son histoire et terminer deuxième est-il un échec? Vous votez oui ou non? Ah non. Bon, vous êtes unanime sur la question. mais- Jean, pourquoi? Pourquoi? Parce que C'est- la réponse. La réponse à la question, comme disait Coluche. Parce que quand on finit deuxième d'une compétition, c'est qu'on rate simplement la Mais première l'objectif marche. était la montée cette Bien année. sûr, mais comme plaisir, l'objectif c'était la montée au rugby, on est tombé juste au bord. Mais non, on peut pas dire que c'est une contre-performance. Deuxième, c'est une belle, la meilleure saison de Voilà. leur histoire. Avec 16 victoires, c'est ça, 16 victoires. Mais 16 victoires, c'est ça. Non, mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. On peut pas dire que que ce soit une mauvaise Ils saison. ont chuté contre le premier, Créteil-Lusitanos. Ben voilà, donc Ils sont deuxième avec 6 points. voilà. C'est bizarre. Il y a Non, vraiment, ouais. Avec 6 points, ah ouais. Non, non. 81 points. Je 80 vous ai points. laissé parler. Là, on va de laisser foot. passer le spécialiste. Ouais, juste. Allez. Alors, s'il vous plaît. Allez-y, Moustapha. Non. Alors, avant tout, dernière journée, il y a 3 points d'écart. En réalité, c'est pas le nombre de points qui fait la différence, c'est le goal average particulier, C'est ça. puisque ils ont gagné un match important, un nombre de matchs important. Et effectivement, ils échouent Notamment vraiment contre pour le coup. le troisième, Pour les le coup, Mureaux. c'est même pas par rapport à la différence de match, mais à la différence de points en goal average particulier, même pas au goal average général. Donc c'est vraiment très, 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 très proche. Ensuite, ça reste leur équipe 1 face à une équipe de Créteil qui est que la réserve, enfin pardon, qui est la réserve. Qui est la réserve. Je dois vraiment, vraiment souligner la performance du club et de cette équipe en particulier et de son coach que je connais bien. Pardon, Versailles. Ouais, tu fais bien de m'en prendre. Youssef Chibi. Voilà, donc connaissant bien le coach, il a fait un travail remarquable. En début de saison, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. On s'est d'ailleurs posé la question de savoir pourquoi ils étaient partis. C'est que c'était un choix du coach plutôt qu'un désir
des joueurs d'aller chercher de la monnaie ailleurs. Cela étant, le coaching a été gagnant, le recrutement a été splendide et on en voit le résultat. Quand vous disiez tout à l'heure si c'est un échec de finir deuxième, c'est pas un échec quand on s'est donné les moyens de réussir et que finalement on échoue de si peu. C'est une déception. 3 points. J'en profite pour dire que par exemple à Trappes, nous étions premiers en début de saison. Que voilà, les accidents de la vie, vous les connaissez, on en a parlé suffisamment sur cette antenne, ont fait que on échoue de la même façon au pied du podium. Et j'en profite pour parler des autres équipes, parce qu'on parle souvent des équipes 1. Moi, j'ai un attachement tout particulier à l'éducation et aux enfants en particulier, mais ce week-end, on a 4 finales. C'est-à-dire que les U15, les U17, la A et la B et les U17B finissent l'année, et ça se jouera sur le dernier match. Sur le dernier match, on a donc une possibilité soit de monter les 4 équipes, soit on a une possibilité de soit on a une possibilité de faire monter les 4, auquel cas on pourra dire qu'on a fait une saison exceptionnelle, soit les 4 pourraient finir deuxième. Ça ne serait pas pour autant un échec, parce que pour le coup, ça donne quand même... Vous revenez sur le côté historique également des jeunes. Pour Versailles, Rapidement. avec leur nombre de points dans d'autres poules de ce même niveau, et voilà. Donc du coup, ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'au tirage au sort en début de saison, oui, parce que moi je pense que si Versailles au rugby dans la poule 1 de plaisir, je pense qu'on se maintient. Enfin, sans vouloir. Oui, mais voilà, donc ça veut dire que mine de rien, le tirage au sort en début de saison a de l'importance. Pas tous les deux en même temps. Par rapport à Versailles, moi Guillaume, vous terminez. Je les féliciter pour leur saison, parce que parfois, voilà. Et aussi féliciter aussi, je sais qu'ils ont 2 jeunes qui ont signé un contrat, des tout petits, des moins de 12 ans, je crois, un avec le PSG et l'autre avec le Stade de Malherbe de Caen, je crois. Donc je veux aussi les féliciter pour leur formation. La liste est longue à Trappes des gens qui sont partis en formation dans d'autres clubs, mais il a raison sur un point. C'est que souvent le meilleur deuxième peut être sélectionné en fonction des poules. Et là, effectivement, Versailles a toute sa chance en meilleur deuxième, mais pas en qualité de deuxième versus Versailles. On continue avec les gemmes de Basile Régulier avec le rugbyman originaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Clément Payen. J'aime la belle histoire qu'il arrive au rugbyman Clément Payen, originaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans la famille Payen, on connaît Yann, Thomas, les 2 frères qui entraînent cette saison le Sky en promotion d'honneur. On connaissait également Maxime, qui était parti à l'âge de 17 ans au Stade Toulousain et qui évoluait cette année à Albi en Pro D2. Et il y a également un 4e frère, Clément, qui n'a pas aspiré à faire une carrière professionnelle, qui a joué à Massy en Fédéral 1, qui joue maintenant depuis 6 saisons à Vannes. Et voilà que son club de Vannes, ce club breton, est promu pour la saison prochaine en Pro D2. Donc à 28 ans, Clément va découvrir le monde professionnel, va demander une disponibilité dans son travail d'une saison pour pouvoir vivre cette aventure de la Pro D2. Il y en a un qui passe un plaisir. Guillaume ? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réussite de la famille Payen et notamment de Clément ? C'est génial. Hein. C'est vrai que c'est une famille qui est dans les Yvelines, en tout cas, connue et reconnue pour leur investissement dans les différents clubs. Sky Rugby. Sky Rugby, mais avant ils sont passés à Massy, etc. Donc ils sont passés quand même dans la filière de haut niveau avant. Et donc bravo à lui. D'ailleurs, j'ai vu ce match Vannes contre Massy de montée. C'était assez extraordinaire comme match. Ouais, super. Par rapport à la finale Racing-Saracens, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Et je félicite aussi au passage le Sky, donc les 2 frères qui entraînent le Sky, puisqu'ils sont en quart de finale championnat de France, promotion d'honneur. Ils joueront ce dimanche. Ils jouent ce dimanche là, donc bravo à eux aussi pour leur saison, même s'ils montent pas. Jarnac, je crois. Ouais, mais ils montent pas non plus, je crois. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Effectivement. Et donc aussi, bravo. Voilà. Jean, vous connaissiez vous Clément Payen ? Non, pas personnellement. Pas personnellement. Non, je connais pas. Je sais qu'il est du coin et qu'il a été formé à Massy. Il a fait un passage à Massy. C'est un bon joueur ou pas, Guillaume, vu que vous l'avez vu? Si je joue à Vannes, ça doit être un bon joueur quand même. Fédéral 1, au du tableau, un bon club de Vannes, ça peut être qu'un bon joueur quand même. On ne joue pas en Fédéral 1 comme ça. Guillaume, vous l'avez vu jouer, il est comment? J'ai pas vu jouer, je suis désolé. Pas du tout. Non, je sais quoi. La famille Payen est connue. Après, voilà, moi, j'ai jamais été les voir. Si, la famille Payen est connue. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, tous les frangins, enfin tous les frères, la fratrie ont tous joué dans la filière de haut niveau jeune de toute façon. Donc, il y en a un qui perce parmi tous ses frères. Je veux dire, c'est presque normal un aboutissement
d'un investissement aussi de la famille entière, quoi. Enfin des parents, etc., quoi. Yann, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? C'est des fratries comme ça. Des fois, ça peut être génétique, hein, comme on en parlait avec. Comment? Des Toulaga. Non, moi je parlais de Teddy Riner, c'est un peu génétique. Le garçon, il est hors norme physiquement. Donc là, peut-être qu'en effet, les parents ont des petites prédispositions pour ça. Après, un investissement à long terme, on apprend des échecs des uns et des autres. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à en sortir. Et c'est tout le travail d'un coach. Et là, ça reste dans le cercle familial. Dans le vélo, on connaît ça parce que c'est des sports où on dit qu'on est vacciné avec un rayon. Donc voilà, ça fait partie des... Un ballon de rugby, ça fait plus mal. Le bon vaccin, oui. Voilà, nous, donc voilà, des fratries comme ça existe. Les frères Simon qui ont tous gagné une étape du Tour de France, par exemple, la famille Simon, dans le vélo, les frères Fourcade. On parle rugby, là. Et on parle de fratrie. Donc voilà, donc ça arrive souvent, et donc tant mieux pour eux, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Après les gemmes de Basile, on passe aux gemmes pas. Il concerne l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt. Oh non! J'aime pas les résultats très décevants cette saison de l'équipe de football américain des Templiers d'Elancourt, alors que les dirigeants s'étaient montrés ambitieux avec un projet sur quelques années pour aller chercher une place en play-off tout d'abord cette saison, puis voir le titre dans les 2 ans à venir et même l'Europe dans 3 ou 4 ans. Voilà que la mayonnaise dans le groupe entre les anciens et les nouveaux n'a pas pris. Les résultats sont bien en deçà, avec une seule victoire en compteur avant d'aborder cette dernière journée de championnat. Les Templiers vont recevoir les Cougars samedi soir, les champions de France en titre, pour un match décisif. Tout autre résultat qu'une victoire condamnerait les Élancourtois à retourner en D2 l'an prochain, ce qui serait une grosse désillusion par rapport aux ambitions et aux moyens qui avaient été mis en place en début de saison. On est de retour en plateau avec Guillaume Nerenov qui a changé de tenue. Voilà, on voit qu'il est en polo maintenant. C'est une catastrophe pour les Templiers d'Elancourt si le club descend. Je suis quand même étonné. La saison est juste de commencer. On vote. Catastrophe. On vote avant. Catastrophe. Oui. Ah non, c'est une catastrophe. Jean contre Yann. Non, Jean, vous commencez. Une catastrophe. Catastrophe. Ça ne peut pas être une catastrophe. C'est un constat. Je dirais pas une catastrophe, c'est un constat. Bon, je pense qu'ils avaient quand même mis les moyens, puisqu'ils avaient recruté, on avait parlé sur ce plateau, un quarterback américain, franco-canadien américain, qui avait joué dans des clubs énormes belges. Un américain qui s'appelait Jesse Reddick, il était receveur, mais par contre ils avaient également un quarterback qui était d'origine canadienne. Voilà, donc voilà, ils avaient quand même mis les moyens, ils étaient allés chercher des gens qui étaient de la partie, on va dire. Et apparemment, la mayonnaise n'a pas pris, quoi. Donc, il faut peut-être tirer les enseignements de ce qui est arrivé cette saison pour mieux rebondir la saison prochaine. C'est vrai que quand vous dites qu'ils avaient des prétentions, heureusement qu'ils avaient des prétentions. Quand on va chercher des joueurs de cette trempe pour essayer de bien figurer dans le championnat et qu'on échoue, forcément, il faut en tirer les bonnes conclusions. Notamment au niveau de la direction du club. Yann ? Moi, je suis quand même assez étonné parce que j'ai l'impression que la saison elle a commencé il y a 15 jours, 3 semaines. C'est très court. Donc, c'était au mois de février. Voilà, donc oui, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. On est enregistré. Et donc ouais, non, je trouve que ça va quand même très très vite et on a très peu le temps de pouvoir se rattraper en cas de. Ils ont une précision qui est vachement longue. Pareil. Non, mais préparation, mais ce que je veux dire, on en a déjà parlé avec Moustapha. C'est vrai que Moustapha dit que c'est possible sur les matchs allés de finir d'être dernier après la phase de match aller et de pouvoir se refaire sur la deuxième phase et devenir champion en fin de saison. Là, j'ai l'impression que le championnat il a commencé il y a 3 émissions. Parce que c'est un sport tellement mineur qui. On est d'accord. Mais ça va très vite. Ça n'empêche que ça va très vite et il y a quand même pas beaucoup de temps pour pouvoir se rattraper en cas de mauvais départ. Après attention, Yann, la saison n'est pas terminée. Il y a également les playoffs. Bien sûr, les Templiers ne participent pas aux playoffs. Ils ne sont pas qualifiés. Voilà, ils sont il y a des playoffs, mais il y a des playoffs également. Il n'y a pas de play-down, c'est descente directe. Non, il pourrait y avoir un match de montée. Donc maintenant, voilà,
dommage pour eux. Maintenant, s'ils arrivent à conserver l'effectif, peut-être qu'ils pourront faire comme les filles du Chénet et descendre, remonter. Bien sûr que c'est un échec. Ils l'ont déjà fait, il y a 3 ans. Ils vont chercher des mecs qualifiés à des postes on clés. est d'accord, bien sûr que c'est. Ils n'arrivent pas à leur objectif. Peut-être que ces mecs-là, ils vont pas les garder, je pense pas. Il leur faut faire prendre peut-être un petit peu plus de temps, pour faire prendre la mayonnaise. S'ils arrivent à conserver l'effectif, l'année prochaine en deuxième division, ils vont remonter aussitôt. Et puis ça pourra leur servir. Maintenant, on sait aussi qu'ils ont un projet de formation. Voilà, j'allais y venir. Ils ont aussi un projet de formation. Peut-être que ça va être l'étape qui va leur permettre de faire rentrer plus de jeunes et qui pourront justement leur servir en 2018. Parce que là ça n'a pas fonctionné cette année. Par contre, Mustapha, en deuxième division, ils n'attireront sûrement plus d'Américains. C'est ça. Ils les attireront d'autant moins, c'est pour ça que j'ai répondu que c'était catastrophique, même si le mot est fort, c'est une déception pour le club. Et en même temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous descendez, c'est à la fois vos propres joueurs que vous pouvez perdre, et en même temps, vous n'avez pas cette force d'attraction des autres. Donc c'est en ça que c'est compliqué. Et probablement qu'autour de cette table, on sera d'accord avec moi sur le sujet. Mais cela étant, on a parlé beaucoup de cuisine pour parler sport. C'est quand même le titre de l'émission. La mayonnaise, c'est une chose. La mayonnaise, c'est un tour de main et on l'a ou on l'a pas. On se donne le temps, les ingrédients, on les a pas. Dans le sport, il y a quand même une notion de temps qui est quand même importante. Ça n'a pas pris cette fois-ci. Mais voilà, c'est sur le temps long qu'on juge un club. On a parlé des dirigeants tout à l'heure. Ils ont un rôle éminemment important. Je me situe souvent à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une part importante du sport. Ne pensons pas que le président était là la dernière fois et il n'est pas présent cette fois-ci. Il était venu, à la limite, c'était déjà annoncé. La façon dont il disait, c'était déjà annoncé. Mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre beaucoup de poids sur les équipes. Ce sont elles qui jouent, ce sont elles qui font les performances. Mais il y a tout un environnement qui est très très important aussi. Ça sera le mot de la fin avec vous, Mustapha. On continue cette émission par notre rubrique débat. Le boxeur de la Team Farouja, Marvin Petit, sera ce vendredi à 27 mai sur le ring du Cirque d'hiver de Paris à l'occasion de la soirée baptisée Les Princes du Ring. Le sportif Élan Courtois affrontera à cette occasion Dame Sec, originaire de Corbeil-Essonnes. Une rencontre de préparation vue d'un championnat d'Europe prévu normalement en novembre. L'objectif annoncé par le boxeur, nous l'avions reçu sur le plateau du 7-8 Sport le 23 mai dernier. Le championnat d'Europe, puis le championnat du monde, c'est ça vos prochaines échéances? Exactement. C'est aller au-dessus, quoi. Championnat d'Europe, championnat du monde. J'espère un jour d'être champion du monde. Champion de France, pour l'instant, ça ne vous concerne plus actuellement? Ça y est, j'ai lâché le titre. Je ne veux plus l'entendre parler. Plus du tout. Maintenant, ça sera au niveau européen, niveau mondial? Niveau européen, niveau mondial. Là, je suis classé dans les deuxièmes EU. Donc maintenant, je pense que j'ai ma chance pour aller au championnat d'Europe. Marvin Petit veut se reconcentrer sur les championnats d'Europe. Est-ce que c'est une bonne solution? La question de ce thème, doit-on privilégier un titre européen à un titre de champion de France? Vous votez. Pardon. On fait un petit duel Jean contre Mustapha? Jean? Mais non, ils sont Ah, vous êtes ensemble? Ah oui, excusez-moi. Avec Yann et Jean. Jean-Yann me va Jean-Yann. Je suis le seul sur le plateau à avoir été plusieurs fois champion de France et à avoir été champion d'Europe. Voilà. Et donc je sais en sport. Pas tous en même temps. Bien des écarts. Allez-y. Et si on me donne le choix entre être champion de France une année et champion d'Europe la même année, eh bien mon choix il se pose pas. Mais si, est-ce qu'il vaut mieux laisser tomber un titre de champion de France pour devenir champion d'Europe? C'est ça la question. Oui. Voilà. Voilà. Et bien donc moi je dis oui. Moi je dis oui. Le sport c'est fait pour aller chercher la plus haute performance et pour aller chercher les plus beaux combats, les plus beaux matchs, les plus beaux titres. Et bien donc moi oui, bien sûr que je lâche un titre de champion de France pour aller chercher un titre de champion du monde. Bien sûr. Maintenant, non même pas. La première étape, ça sera champion d'Europe. Oui, champion d'Europe, mais là, oui, bien sûr, non, mais je comprends bien. Et step by step, étape par étape. Non, j'ai aucun problème. Pour moi, il a complètement raison de dire j'abandonne ce titre, je prépare mon titre de champion d'Europe et je prépare mon combat pour aller chercher un titre de champion d'Europe. Il est complètement dans le vrai, bien sûr. Allez-y, Jean. Alors, je vais te répondre. Non. Aujourd'hui, hein. Oui. Le fait qu'il veuille, ça c'est sûr, c'est certain, c'est plus intéressant d'être titre champion d'Europe. Maintenant,
Maintenant, est-ce qu'il a l'expérience, vraiment, est-ce qu'il a acquis assez d'expérience pour aller vraiment faire ce championnat d'Europe? Parce que s'il fait comme l'autre boxeur contre l'anglais, là, je n'ai plus son nom, je me rappelle Adila plus. Moumadi. Voilà. S'il fait, Il fait également partie de la Team Farouja, la même. voilà, il fait partie de la même équipe, ça j'ai bien remarqué. Donc s'il fait le même championnat d'Europe que lui, et qui tient pas longtemps et qu'il en prend plein le museau, je ne sais pas si le jeu vaut la chandelle. Est-ce que, je ne connais pas son parcours à ce garçon, mais est-ce qu'il a assez acquis d'expérience au niveau national? Marvin a été 2 fois champion de France. Il avait battu Sylvain Champel en décembre dernier. Il avait perdu son titre parce qu'il avait laissé vacant, tout simplement. Et il avait également gagné le titre en 2013. Donc il a été 2 fois champion de France. Alors il fait que ça. 2 fois champion de France. Donc c'est bien ce que je dis. Là, je rejoins ce que j'ai dit. Est-ce qu'il a vraiment l'expérience pour aller titiller le niveau européen? J'en suis pas sûr quand même. J'en suis vraiment pas sûr. Ça fait 2 fois qu'il combat pour être champion de France, ça fait 2 fois qu'il est champion de France. Il y a un moment où il a envie. Il a perdu un titre. Il a perdu une fois le titre de champion de France. Il a laissé vacant. Il a laissé vacant et la première fois, il l'avait perdu. Il l'avait perdu. Mais il y a un moment où c'est normal. Quand je suis d'accord. Là maintenant, je te rejoins là-dessus. Oui, bien sûr. Donc Attends, c'est le seul sport où, enfin, je comprends pas, parce que dans tous les sports de combat, judo, ce qu'on veut, mais non, mais on fait championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, championnat olympique. Et là, monsieur, enfin, il est déjà champion de France. Et alors, Teddy Riner, il n'est pas champion de France actuellement. Non, mais les athlètes de haut niveau, ils sont champions de France combien de fois? 15 fois, 20 fois. Il faut 3 après, champion d'Europe. Il faut 3 mois pour préparer un combat européen ou un combat international. Non, mais après, c'est pareil dans tous les sports. L'énerve pas trop, parce que si tu champion, celui-là. Non, mais attends, mais après, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis étonné qu'à la boxe, on puisse dire à un moment donné. Bah non, le championnat de France, ça m'intéresse plus. De toute façon, je vais faire autre chose. Moi, je pars du principe que un sport, tu as des championnats de France tous les ans, des championnats d'Europe. Mais pas en boxe. En boxe, on défie et puis ça se programme 3 mois à l'avance. Ah, c'est à l'ancienne, on te lance un gant et puis. Voilà, tout à fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est comme à l'escrime, tu ne refuses pas le duel d'un petit jeune. Les championnats d'Europe. Oui, bien sûr, ils sont champions de France tous les ans, champion d'Europe tous les ans, champion du monde et champion olympique tous les 4 ans. C'est étonnant, je trouve ça étonnant qu'ils puissent comme ça dire en une année, bah non, j'y vais pas, je peux pas de France. Je trouve ça étonnant. Moi, je comprends qu'il ait envie d'aller chercher plus haut. Voilà, et donc, qu'il essaye et il verra s'il est capable d'aller les chercher ou pas. Il va certainement avoir des matchs de préparation pour pouvoir aller acquérir l'expérience suffisante pour le combat pour le titre. Voilà. On souhaite. Et tu peux faire un championnat d'Europe sans. Le mot de la fin, Guillaume. Allez-y. Il a déjà été champion national. Oui, mais il a déjà été, mais il n'est pas en titre. Mais non, mais après. Il a perdu, c'est ça là. Non, il n'a pas. Il le laisse vacant. Donc il peut faire un championnat d'Europe, être champion d'Europe sans être champion national. Voilà. Bon, je comprends pas. Exactement. On passe maintenant au deuxième thème de ce débat. On souhaite en tout cas bon courage à Marvin Petit qui combattra du coup ce vendredi au Cirque d'hiver. Après la boxe, on va retenir notre souffle. Nous allons parler d'apnée. Ce dimanche 22 mai, Andy Cabrera Avia, un Cubain apnéiste de 45 ans, a battu un record du monde en apnée. Il a parcouru 17 km et 350 mètres. Le sportif a donc effacé le record de Pascal Massé. Le Français avait effectué 9,3 km en février dernier. On écoute Andy Cabrera Avia. Mon objectif, c'était de faire 680 longueurs. Ça fait 17 km pile poil. Et j'ai dépassé des 694 longueurs. Donc, je peux atteindre les 700. Mais au niveau physiologique, j'ai dû m'arrêter pour aller aux toilettes 2 fois. Et donc, c'est obligé. Mais sinon, je me suis très, très, très content, très heureux. Il n'y a rien à regretter. Au contraire, de remercier à tout le monde de m'avoir soutenu dans cette aventure. Cette performance éclipse-t-elle les autres sports, les autres résultats du week-end dans le département? Vous votez. Je parle bien sûr de la difficulté. Il y a une vraie difficulté. Ah, la difficulté. Ouais, mais la difficulté, tiens, moi je fais ça. Si on parle de la difficulté, allez, oui. Bon, un petit duel entre Guillaume et Yann. La revanche? Non, mais... Allez, Guillaume. Si on parle de la difficulté, en effet, c'est un record du monde qui est incroyable, parce qu'il met une tôle à record d'avant. Il n'y a pas de souci. Après, il faut juste préciser que c'est tous les, c'est par palier de 25 mètres. Par palier de 25 mètres. Parce que 17 km, ça fait beaucoup quand même. Et maintenant, alors, si on parle de difficulté, bien sûr que c'est un super record. Maintenant, et ça prend toute la mesure de l'actu yvelinoise sur le sport yvelinois. Maintenant, si on parle de médiatisation, etc., je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà.
Je suis désolé. Pour moi c'est un sport mineur, bien sûr, encore une fois. Vous connaissez bien ce sport, d'ailleurs. Ben oui, Xavier Dans sa baignoire, il le connaît bien. Oui. Non, Xavier Delpy, t'es un très bon copain à moi et qui a fait réaliser plusieurs records d'apnée, notamment en Méditerranée. Voilà, et qui est médaille de bronze au championnat du monde en 2015. Donc voilà, je connais un petit peu l'apnée. Je me suis toujours pas essayé. Ça viendra un jour, mais donc voilà, je sais la préparation que ça demande, l'investissement que les apnéistes peuvent avoir, et puis un petit peu aussi le parcours de cet homme qui a fui le régime, d'après ce que j'avais pu comprendre. Voilà, c'est un non pas la nage, mais bon voilà, il est parti de Cuba avec sa fille. Enfin voilà, c'était assez compliqué pour cet homme. Il a une vie un peu, il a notamment été en Amérique du Sud. Voilà. Il est revenu, Et puis il l'a fait aussi pour une noble cause. Il l'a fait pour une petite fille qui est malade. Donc voilà, il y a aussi un côté humanitaire. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une très belle performance. C'est une très belle performance et c'est vrai que j'invite tout le monde dimanche prochain ou le week-end prochain quand ils vont aller à la piscine d'essayer de faire 25 mètres en apnée, juste une longueur. Et quand tu es voilà. conditionné, je suis d'accord, mais après l'apnée, quand moi j'entends l'apnée, c'est t'es en apnée, tu descends. Tu respires pas. Là, tu respires pas quoi. Là, ça va être dur. Non, mais attends, t'as dit que ça servait à rien. Avec la petite, maintenant, non, mais le fait de faire de l'apnée en prenant sa respiration tous les 25 mètres, c'est plus de l'apnée quoi. Oui, mais c'est pour faire 17 km. C'est pour faire 17 Pas km. tous en même temps, pas tous en même temps. Maintenant, il y a des records d'apnée qui sont sur la longueur aussi. Par exemple, Xavier, c'est près de 300 mètres d'apnée autour d'un carré en mer. Et donc voilà, et donc on va chercher aussi la distance sur la longueur. Pas trop l'intérêt du record d'avoir des reprises de respiration. Je trouve que c'est un peu à contre-courant par rapport à l'apnée quoi. Voilà, c'est de l'endurance. C'est d'endurance. Oui, mais c'est en apnée, d'accord. Mais c'est comme faire 24 heures de roller sur le circuit Bugatti tout seul pendant 24 heures. C'est des records d'endurance, tout simplement. Allez-y, Mustapha. Pour mettre tout le monde d'accord, c'est un record, tout simplement. C'est-à-dire qu'on connaît les règles au départ. Moi, je mets au défi qui que ce soit dans cette table de le faire. On connaît les conditions, on sait que ce sont des longueurs de 25. Tu t'arrêtes autant de temps que tu veux, tu prends ta respiration autant de temps que tu veux, sauf que ça reste très cadré. Donc, dans ce cadre-là, c'est un record. Maintenant, Guillaume a raison, c'est que, en gros, tout le monde s'en fout. Je pense que c'est plutôt à ça qu'il faisait référence. On parlait de visibilité tout à l'heure, on parle de sport mineur, et de plus en plus, on descend au fond de la piscine. En termes de visibilité au niveau des sports, moi c'est ce que j'ai retenu. Mais c'est vrai que par rapport à la performance, c'en est une, puisqu'on avait un ancien record et qu'il est battu dans des conditions, encore une fois, qui sont des conditions qui sont cadrées. Et donc c'est une performance. En tous les cas, pour la science, c'est important. Genre, ils sont durs. Ouais, ils sont très durs, parce que c'est pas parce que c'est un sport mineur. Moi, j'ai un copain qui est champion du monde de lancer l'espadrille. Et bon, franchement... Une histoire vraie ? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Parce qu'il est vidéo, parce qu'on le veut sur le plateau. Voilà. D'ailleurs, on a des images. Mais par contre, je vous montrerai les images. Mais il n'est pas des Yvelines, comme je disais. Il n'est pas des Yvelines, non, il est basque. Ça va être compliqué. Mais voilà, mais là, bon, il faut qu'il rame maintenant, parce que c'est pas gentil ce qu'il disait quand même. C'est quand même une très grande performance, et c'est surtout quand même pour la petite fille. La petite fille, quand même. Qui elle aussi, je crois, en fait d'ailleurs de la C'est ce qu'on a dit. C'est son élève. Son élève. On n'a pas dit que c'était pas une performance. C'est trop tard. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. C'est trop tard, on peut plus vous rattraper. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Non, mais on n'a pas dit ça. On a dit que c'était une performance sportive, certes, mais que scientifique, sportif, mais tout le monde s'en fout. Après ce débat, nous allons passer au traditionnel défi du jour. Le défi concerne aujourd'hui le rugby. Les joueurs de Versailles se sont prêtés au jeu. Le but, 4 joueurs de l'équipe s'affrontent. Ils doivent aller le plus vite possible sur une courte distance. Regardez. Ducé Antoine, 23 ans, au rugby club de Versailles depuis 2011. Surnom Duce, la Duce et piscine favori, comme ça. Damien Verstraat, j'ai 24 ans, ça fait 16 ans que je suis au club, donc depuis l'an 2000. Et mon surnom c'est Dams et le signe c'est la Choune. Victor Chauvet, je suis à Versailles depuis 1 an seulement et mon surnom c'est Brooke. Thibaut Cause, je suis au rugby club de Versailles depuis 7 ans, donc depuis 2009. Et mon surnom, on m'appelle Cause.
surprise parce que je pensais que Damien Verchat allait un peu plus se tenir, mais bon, j'étais en finale avec Brooke. Non, ça c'était une surprise. C'est sympa, c'est cool de faire des petits défis comme ça change un peu des entraînements. En plus, là, comme la saison vient de terminer, ça fait. Voilà, ça annonce un peu l'été, donc c'est cool, c'est sympa. Jean, une réaction par rapport à cet exploit? Une réaction, oui. C'est Guillaume qui me disait, là je comprends mieux pourquoi mon club descend. Parce que si ce sont les 4 plus rapides du club... Bon, néanmoins, j'avais trouvé le vainqueur au départ. Hein. Le petit tout en rouge, j'avais dit... C'est parce que t'es costaud que... Petit tout en rouge, c'était normal. Non, moi je savais aussi qu'elle allait gagner. Ouais. Il a assez... logique. Oui, j'ai été étonné aussi que Brooks soit en finale, mais bon, Damien s'est échappé. Bon, peu importe. C'était Thibaut qui devait gagner parce que c'est un des plus rapides du club, si ce n'est le plus rapide en tout cas sur les courtes distances. Ça donne des idées pour le vélo, ça c'est bien. Pour le vélo. Ouais, prochain défi en vélo, un défi au vélodrome. Go. Et bravo à Thibaut. Faites-le en apnée la prochaine fois. On va le faire en apnée la prochaine fois. On passe à présent au coup de gueule d'Arnaud Le Gouic. Vous en avez désormais l'habitude. Notre chroniqueur Arnaud Le Gouic, alias le Grinch yvelinois, pousse un coup de gueule sur le sport dans le département à chaque émission. Aujourd'hui, Arnaud, qui est toujours très remonté, va nous parler des subventions pour les clubs locaux. Écoutez. Merci Mickaël. Aujourd'hui, je vais vous parler gros sous et finances. Enfin, j'aurais aimé vous parler, puisque en fait, je vais vous parler des subventions qui ont été votées par les villes lors de leur budget très, très récemment et qui sont en baisse, notamment pour les clubs sportifs. Ça pose problème puisque les clubs vivent largement de ces subventions, en ont besoin et ça les met en danger puisque ce n'est pas la première année. Ça s'explique par le contexte un peu compliqué économiquement que connaît le pays. Et je trouve ça dommage que les villes fassent justement le choix de baisser ces subventions. Ça peut avoir un effet néfaste aussi pour les villes, puisque les clubs participent à l'attractivité d'une ville, à sa réputation, à la vie tout simplement des gens. Et ils vivent déjà une crise du bénévolat depuis quelques années. C'est compliqué de trouver des gens pour s'occuper des associations. Si en plus on commence à leur couper les vivres, ça va devenir très compliqué. Je ne suis pas sûr que ça soit un bon choix pour les villes de baisser les subventions. C'est mon avis. Mustapha, quelle est votre réaction par rapport à ce coup de gueule ? Alors les subventions accordées par les communes sont publiques. Donc la mienne l'est tout autant, la subvention de la ville de Trappes par exemple, elle n'a pas bougé. Donc je suis obligé de le dire, parce que encore une fois c'est public et on peut s'y référer. Depuis 3 ans, j'ai signé un contrat d'objectif avec la commune de Trappes. Et voilà, c'est le choix qu'on a pris entre la ville et notre club. Encore une fois, ce sont des deniers publics. On a des comptes à rendre. Nous recevons des subventions, nous avons également des comptes à rendre. Ce n'est pas simplement qu'on doit réclamer de l'argent aux villes pour faire fonctionner notre sport. Moi, je considère que nous, présidents de clubs et présidents d'associations, on a également des comptes à rendre sur ces deniers publics et sur l'investissement des contribuables. Donc, il y a un contrat d'objectif entre la commune et moi, entre la commune et nous. Pendant 3 ans, ça n'a pas bougé. On verra plus tard, mais à ce jour, je dois le dire, ça n'a pas bougé. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont des subventions qui sont allouées au club. Alors, c'est vrai que ça participe à l'attractivité des villes, à la visibilité des villes, bref, à l'image et la notoriété des communes. Arnaud a raison, selon vous ? Oui, bien sûr qu'il a raison. Mais là, il s'adresse à probablement d'autres communes que celle de Trappes, puisque par définition, ça n'a pas bougé. Et c'est là où il a effectivement raison. On ne doit pas détruire ce genre de tissu associatif. Et donc, il faut y faire très attention. Mais je ne sais pas si c'est sur le plan communal que c'est le plus tragique. Hein. La communauté d'agglomération a retiré, du fait que ça ne soit pas sa compétence, à retirer des subventions au club sportif. Mais là, on a parlé de compétence. Donc, si la compétence de la communauté n'est plus, il n'y a plus de subventions, eu égard à cette méthode et à cette manière de présenter les choses, les communes, elles, normalement, doivent faire l'effort, comme il le dit. C'est le cas à Trappes, par exemple. Guillaume, une réaction ? Ce n'est pas le cas sur Versailles. À Versailles, ils ont baissé les subventions de tous les assos, sauf du hand, je crois, parce qu'il était vraiment très bas, de 4 à 5%. Toutes les assos ont été baissées, même le foot, le rugby, le hand, le basket, bref, peu importe. Et c'est vrai que pour les budgets des clubs, c'est une baisse quand même qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que pour qu'un club vive, il faut des subventions, il faut de l'argent, quoi. Il faut des subventions, il faut des partenariats. Un club local ne peut pas vivre sans subvention ? Ah non. Impossible. 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 On ne peut pas trouver des partenaires ? Non, on n'est pas.
En l'occurrence, on n'est pas assez attractif justement par rapport à notre niveau de jeu, enfin notre niveau d'exposition, que ce soit presse, télé ou radio, etc. Et du coup, non, les partenaires viennent que si c'est, enfin nous, enfin Versailles ou Plaisir, je pense dans tous les cas c'est pareil, c'est du réseau, du copinage, etc., du mécénat, quoi. C'est pas du partenariat vraiment où on cherche de la rentabilité, quoi. Donc nous, à nos niveaux, on peut pas s'en sortir uniquement des partenaires privés. Il nous faut des partenaires publics et la mairie forcément est le principal. Et voilà, donc on a besoin de cet argent pour vivre. Jean, très rapidement, 20 secondes. Bah oui, ils ont tout dit. Les clubs ont besoin de subventions et le partenariat doit venir en complément et non pas en priorité. Après, le partenariat, dans un club, quel qu'il soit, ça prend énormément de temps et il faut beaucoup de monde pour s'en occuper. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, le jeudi 9 juin, pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. N'oubliez pas que vous pouvez regarder l'émission à nouveau sur notre site internet et sur YouTube. Très belle soirée sur TV Fil 78.